Julien Vidal, bonjour. Merci d'être venu dans nos locaux pour répondre à nos questions. Est-ce que tu peux rapidement te présenter aux internautes de Bioléune ? Bonjour à tous, je m'appelle Julien Vidal, j'ai 34 ans. Je suis grenoblois d'origine, je viens des montagnes. Et mes premières envies professionnelles ont été de me mettre au service des autres à travers la formule du volontariat de solidarité internationale. Je suis allé notamment en Colombie et aux Philippines, et c'est là que je suis passé d'une compréhension intellectuelle des désastres du monde, de l'exploitation du vivant dans les autres êtres humains et puis dans la planète dans son ensemble, et la crise climatique qui apparaît de plus en plus urgente face à nous. Et face à tout ça, je me suis dit, en fait, à quoi bon continuer à s'adresser aux conséquences d'un système. Plutôt, je devrais rentrer chez moi, balayer devant ma porte et m'adresser directement aux causes de ce système qui prend le vivant comme une ressource, plutôt comme quelque chose de sacré, comme quelque chose de précieux. En rentrant en France, je me suis dit, plutôt que de me lancer dans une démarche macro, rejoindre un parti, une entreprise engagée ou une association qui milite sur ces sujets, j'avais besoin d'expérimenter dans ma chair la transformation éco-citoyenne que j'avais envie de voir au niveau sociétal. Et c'est comme ça que j'ai lancé un mouvement. Ça commence par moi.org, je racontais tout ça sur ce site internet, et notamment une aventure de 365 jours pendant lesquels j'ai adopté 365 actions, soit une par jour, pour montrer jusqu'à quel point on pouvait être beaucoup plus ambitieux, mais aussi rayonnant dans cette démarche qui est une opportunité fantastique pour tout le monde en fait. Alors, si je comprends bien, tout part d'un constat que tu fais de la société, ou du système, comme tu l'appelles, qu'il y a globalement quelque chose qui va mal, et quelque chose qu'il faut améliorer, et quelque chose dans lequel tu n'as pas trouvé une réponse adéquate. En Colombie, je travaillais avec des gens notamment qui font nos vêtements. Ces gens-là, ils gagnent 1% de la valeur qu'ils participent à créer. Ils en sont à la source, et malheureusement, c'est eux qui en bénéficient le moins. Ça marche pour nos vêtements, mais en fait ça marche pour tout, pour tous les objets, les trucs, les machins, les bidules qu'on utilise dans notre quotidien. Souvent, on a les usines du monde entier, à l'autre bout de la planète, loin de nos yeux et loin de notre cœur, qui fabriquent notre quotidien et qui n'arrivent pas à vivre décemment par rapport à ça. Donc c'est vraiment cette vision d'utilitarisme du vivant, cette vision de se dire, on a des autres êtres humains à l'autre bout de la planète. Le cynisme de marques, par exemple comme Nike, dont on a entendu parler il y a quelques années sur le coup de maillot de l'équipe de France où il a fallu broder la 2e étoile quand on a été champion du monde, qui s'est dit, non, aujourd'hui la Chine ça coûte trop cher, on va aller faire nos t-shirts dans le nord de la Thaïlande, là-bas les gens sont payés moins de 150 €, et on continue comme ça. Et donc eux, faire un maillot, ça leur coûte matière première et main d'œuvre comprise 3 €, et puis derrière ils leur en vendront en France 90, jusqu'à 140 € il me semble, quand le maillot est brodé. Ça ne marche pas. Et aux Philippines, là-bas c'était vraiment de voir que le dérèglement climatique c'était plus une discussion, c'est une réalité. Aux Philippines, il y a plus de typhons qu'il y a de lettres dans l'alphabet chaque année. Moi j'arrivais juste après le typhon le plus rapide qui a jamais été mesuré là-bas, le typhon Haiyan, avec des pointes de vitesse à plus de 300 km/h. Et là je me suis rendu compte que oui, nous on a de la chance d'une certaine manière, parce que le dérèglement climatique c'est un hiver un peu chaud, c'est l'été qui se prolonge, de temps en temps on a un coup de vent et une pluie. C'est dur de le dire comme ça, et je sais qu'il y a des gens actuellement qui en souffrent, il y a des ponts qui sont détruits, il y a des maisons qui sont inondées, mais c'est rien comparé à ce qui se passe dans ces pays proches de l'océan Pacifique où se forment les typhons, ou des pays plus chauds. Et là on est en train de le voir avec l'Australie. Littéralement le vivant a été surexploité, et on est en train de voir que les limites du système Terre elles sont en train d'être atteintes. Donc la question c'était comment on arrête d'adresser les conséquences, la finalité de toute une chaîne qui en fait se passe ici directement dans les pays occidentaux comme la France. Quand tu dis que tu étais en Colombie, qu'est-ce que tu faisais concrètement ? Tu étais du côté un peu obscur, tu étais du côté de l'exploitant, ou tu étais déjà aidant mais pas assez aidant, du coup tu as voulu aller plus loin ? Je travaillais dans les missions de volontariat de solidarité internationale, donc dans les ONG. Le VSI, c'est une super formule qui permet de partir comme ça, se mettre au service de l'autre, on vit avec les autres. J'avais peur de la logique humanitaire pure où on est très isolé dans des camions blancs surprotégés, et là j'avais vraiment envie d'arriver à toucher un peu du doigt cette réalité, même si moi avec mon quotidien, avec mon compte en banque, avec les gens qui m'entourent, en fait jamais je pourrais vivre cette réalité, mais non, j'avais envie de participer à rendre le monde meilleur, et je me rendais compte qu'une vie est importante, et que tout ce que j'ai fait sur place c'était important, au moins autant pour les gens avec lesquels je vivais que pour moi d'ailleurs. C'était vraiment un échange. L'interculturalité est formidable, et à la fois je me rendais compte que c'était pas suffisant.
D'accord, c'était pas suffisant et après t'avais pas forcément envie de t'installer là-bas, donc en revenant un peu dans ton quotidien, en France, à Paris, t'as voulu être acteur du changement ici. Et maintenant surtout. C'est le fait de vouloir balayer devant sa porte, parce qu'en fait, quand on regarde la France, on a ce biais de dire que nous sommes dans un pays développé, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire développé? Est-ce que c'est normal qu'on laisse mourir des centaines de milliers de vieux dans des maisons de retraite où ils dépérissent et où ils ont quasiment plus aucun contact avec d'autres êtres humains? Est-ce que c'est normal de vivre dans un pays où il y a une concentration de richesse extraordinaire, où il y a quelques 500 familles qui voient leur richesse augmenter de plusieurs points chaque année, alors qu'on a 9 millions de pauvres? Est-ce que c'est normal d'avoir des gens qui dorment dans la rue, alors qu'on a 3 millions de logements vides? Des constats comme ça, on peut en faire plein. Et je me suis dit, plutôt que d'aller essayer de résoudre des problèmes où il fallait d'abord que je comprenne la réalité locale, que je m'adapte à la langue, à la culture, etc. C'est un échange interculturel, c'est génial. Ça permet de sortir de sa zone de confort. Ça permet aussi d'aller vers l'autre, de se décentrer. Ça a beaucoup de valeur. Je dis pas que ça ne servait à rien. Mais par contre, je me suis dit qu'en termes d'efficacité, moi, j'avais au moins autant de travail à faire en France et qu'il fallait peut-être aussi affronter ça. D'accord. Et globalement, il y a beaucoup de combats à mener, mais globalement aussi, il y a le mouvement écologique est un peu est actif, mais il manque vraiment quelque chose pour passer à la vitesse supérieure et pour que les faits prennent le dessus sur les faits constructifs, prennent le dessus sur les faits qui sont plutôt destructeurs. Qu'est-ce qui manque globalement dans tout ça? Est-ce qu'il manque une meilleure prise de conscience de la situation de la part de tout le monde? Est-ce qu'il manque plus d'idées concrètes à mettre en pratique? Est-ce que globalement il y a encore un déni de responsabilité? Est-ce que c'est plutôt au niveau de la façon de voir le monde? Parce qu'il faut vraiment changer et interpréter un nouveau récit, comme il y en a qui en parlent de plus en plus. Je réponds à ta question en combien d'heures là? Parce que littéralement tu touches le nœud du problème. Pourquoi ça va pas aussi vite? Alors déjà, il y a plusieurs choses que j'ai envie de dire dans ta question. En fait, je questionnais la vitesse là-dedans. Est-ce que ça va vraiment pas aussi vite? Est-ce qu'on peut en plus appliquer une manière de voir un peu mathématique, linéaire, qu'on a en général l'habitude d'appliquer? On part d'un point de vue A, les gens n'ont pas vraiment conscience de ça, il faut qu'on aille à un point B, les gens vont avoir vraiment conscience de ça. Ça marche comme ça, l'être humain. C'est ah oui, on va progresser de manière linéaire, très droite, tout va bien se passer. Non. En fait, nous, on est irrationnel. De temps en temps, on s'en saisit, et puis de temps en temps, on retourne à notre quotidien. Et puis, c'est comme ça dans la vie. Moi, le fait d'avoir vécu en Asie pendant 2 ans, ça m'a permis aussi de voir que eux, là-bas, ils n'ont pas une vision linéaire de la vie, mais une vision cyclique. Et est-ce que finalement, en fait, l'idée, c'est plutôt que d'aller d'un point A à un point B, c'est plutôt d'avoir une sorte de roue, une spirale qui s'écarte en forme d'escargot presque, et de se dire que à un moment on va toucher le sujet de notre alimentation, très bien, on va se mettre à la bio, et puis ensuite on va lutter contre le gaspillage alimentaire, et puis etc., on va végétaliser notre alimentation, super, et ensuite on va se dire bon, c'est pas suffisant parce que je me rends compte que quand même les producteurs sont pas très bien payés, ah oui, et puis en plus il y a ces entreprises qui exploitent le vivant, qui gavent leurs actionnaires, et puis en plus l'évasion fiscale, attends, ça m'intéresse, donc là on est tout de suite dans quelque chose de plus, presque du boycott, presque aussi politique, donc on va militer, on a envie d'avoir une TVA écologique, on a envie de valoriser des circuits courts, peut-être de faire de la politique locale, ancrée, territoriale. Bon, très bien, on va continuer, puis après on va se dire mais c'est quand même fou, parce qu'en fait il y a tous des plans d'urbanisme qui sont liés au transport, et pourquoi aujourd'hui on décide d'habiter à 1 heure de son travail, de prendre la voiture, d'être chacun 1,1 dans une voiture dans le trajet de domicile-travail, ça n'a pas de sens, il faut que je travaille, bref, tu vois bien que en fait on est sur une boucle qui fait qu'on ne peut pas juste limiter notre compréhension à aujourd'hui on est 2 millions, il faudrait qu'on soit 10 millions, ça marche pas comme ça, parce qu'en fait je pense qu'on est beaucoup plus que ce qu'on pense, on le dit pas suffisamment, il y a eu aussi tout un travail qui a été fait dans l'état d'esprit des Français sur ces sujets, de limitation aux petits gestes. On nous a beaucoup cantonné aux petits gestes et on pense que on a pensé pendant longtemps que l'écologie c'était ramasser son déchet, bien recycler, couper la lumière et le robinet quand on se brossait les dents, et basta. Alors qu'en fait, moi ce que je voulais montrer avec la démarche Ça commence par moi, c'est qu'on avait au contraire beaucoup plus de marge de manœuvre et qu'on pouvait faire beaucoup plus, et limiter aussi, et arrêter de limiter la démarche éco-citoyenne au simple renoncement. Parce que en ce moment, on en entend encore beaucoup parler. Si on veut être, selon la presse, de bons écolos, il faut arrêter de prendre l'avion, il faut arrêter de manger de la viande, il faut arrêter de prendre sa voiture, il faut arrêter de faire les soldes, il faut même arrêter de faire des enfants, pardon.
Et ça, c'est aussi comment on déconstruit cet imaginaire pour faire que l'individu sorte du simple sillon surconsumériste, parce qu'on n'est pas que limité à notre pouvoir d'achat. Oui, on doit renoncer, mais on peut gagner plein d'autres choses, on peut recréer du lien vivant, on peut le régénérer, on peut aussi dire stop, on peut proposer des alternatives, et c'est comment on peut tout faire en même temps. Donc ça, c'est juste la question de l'individu, et comment en fait on arrive à lier et arrêter de voir en silo tous ces individus qui agissent déjà. Parce que pour moi, quelqu'un qui travaille au Secours catholique ou quelqu'un qui travaille pour faire émerger une liste locale qui soit citoyenne, en fait, elle travaille presque à la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, comment on fait pour que ces gens ils soient comptabilisés dans le même mouvement et que ce mouvement il soit vu avec une ampleur qui permet tout de suite de dire en fait, on est beaucoup plus que ce qu'on pense. Il y a aussi la question, comme je le disais, du fait que pendant longtemps ça a été vu comme punitif, négatif, un renoncement. Donc comment on est en train de changer cette manière de percevoir la cause éco-citoyenne comme une opportunité, comme une libération. Comment chaque individu, plutôt que d'être à pousser son caddie un peu taiseux et remplir son chariot vert, et ben il puisse se dire non, en fait je suis fier de ça. Et comme aujourd'hui on est des agents qui multiplient la chose libérale, parce qu'en fait on est trop fiers d'avoir notre nouveau téléphone, on est trop fiers d'avoir notre nouvelle fringue, on est trop fiers sur Instagram de partir en vacances, et on est les meilleurs agents de marketing de ce système actuel. Comment on peut aussi avoir une consommation, une éco-citoyenneté, une manière de se déplacer éco-responsable, ostentatoire, et être trop fier de ça, pour donner envie aux autres. Et là ça touche au récit. Et comment aussi, tu vois, en fait, là c'est des heures et des heures. C'est tellement vague, pas évident c'est déjà vaste. Et de comment constater. le citoyen, il se rend compte que c'est une étincelle du changement. Mais là aussi, on rentre dans quelque chose de terrible. Parce qu'on se dit, mais en fait, nous, on n'a jamais signé le système dans lequel on vit. Peut-être que oui, on le valide à la fin en sortant de notre carte bleue ou en se désintéressant du jeu politique. Mais à la fois, nous, jamais on se dit, ah bah oui, moi j'accepte d'exploiter des centaines de millions de personnes à l'autre bout de la planète pour faire mes fringues, et puis de laisser crever les vieux dans les maisons de retraite. J'accepte, je signe, je suis partant. On n'a jamais pris cette décision. Donc du coup, on se dit, bon, c'est pas juste. Les entreprises, elles se gavent, les politiques, ils nous vendent la même soupe depuis des dizaines d'années. Moi, j'ai jamais demandé ça. Et à la fois, il faut quand même qu'on se rende compte que nous sommes la finalité, mais nous pouvons être aussi le départ et l'étincelle d'un changement majeur. Une fois qu'on a changé l'idée de culpabilité vers une idée de responsabilité, c'est comment on engage ça et comment on délimite clairement nos responsabilités pour derrière dire en fait maintenant vous les États, vous les entreprises, vous avez aussi un énorme jeu à jouer et tout le monde doit s'y mettre. C'est l'idée de rassembler plutôt que d'opposer. Enfin, il y a tout un truc à déconstruire. C'est pour ça que c'est l'idée de ça commence par toi, le mouvement commence par l'individu et après contamine un peu toutes les sphères idéalement pour que le changement opère. Il y a deux choses là-dedans. La première, c'est que oui, en fait, ça commence par moi d'agir parce que je suis la seule personne sur laquelle je peux avoir un accès direct. Et ça, c'est très important. J'aimerais bien, moi, que Emmanuel Macron il soit vraiment le champion de la Terre. Et il y a des choses que je peux faire pour ça. Mais c'est très indirect, c'est très incertain. Et pourtant, je vais les faire. À la fois, il y a aussi énormément d'énergie que je peux mettre en même temps, pas soit l'un soit l'autre, mais en même temps, dans ma propre exemplarité. Et reconsidérer mon pouvoir d'influencer les gens autour de moi. Ça, c'est très important. Et puis en plus, ça commence par moi, il avait aussi cette lecture de dire, en fait, je suis le vivant que je veux protéger. Et donc, on parle de sauver la planète, on se trompe un peu sur ces termes. On veut réussir à préserver les conditions de la vie de l'être humain sur Terre. Ça, c'est notre projet global, normalement, de société, sur lequel on devrait s'accorder. Et à la fois, l'idée, c'est de valoriser le vivant. Et ce vivant, il est en face de moi, ici, mais c'est aussi moi. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plutôt que d'être dans la frustration et l'absence de sens dans mon quotidien, avec les autres, dans mon travail, etc., c'est comment je décide de remettre au cœur de ma vie une boussole qui n'est pas celle d'avoir une promotion, une plus grosse voiture, un compte en banque mieux fourni, mais d'être vraiment heureux. Et ça fait peur, parce qu'en fait, qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux? On a chacun une réponse qui est très personnelle, et une quête qui est infinie par rapport à ça. Et c'était aussi ça, comment remettre le bonheur au cœur de ma vie. Pas un plaisir qui est fugace et qui est lié à des choses extérieures, mais un bonheur qui est profond et qui en général se multiplie quand il est partagé. Même si c'est pas au final ce que tu as cherché en premier, tu t'es pas dit je veux faire un changement pour avoir une vie plus heureuse, c'est quelque chose qui est arrivé pas sans le faire exprès, mais c'est la belle surprise. Non, c'était conscient. L'idée de la démarche, ça commence par moi, c'était de sortir des silos que je retrouvais beaucoup au moment où moi je me suis lancé dans cette démarche en rentrant en France. Je caricature à peine en disant qu'il y avait un peu le clocher du zéro déchet, le clocher de la bio, le clocher du végétarisme, le clocher de la mobilité douce, et donc il fallait choisir un peu son camp. Moi j'avais envie d'arrêter de voir ça en silo, et j'avais envie aussi de m'intéresser à cette écologie spirituelle intérieure
qui est notamment mise en avant à travers la méditation, le yoga, un peu ces pratiques-là. Et de me dire, et si je pouvais tout faire? Et si aussi je pouvais faire la solidarité, la citoyenneté, la démocratie politique citoyenne, participative. Et donc du coup, avec 3 poids pour mesurer chacune de mes actions, quel impact sur moi-même, quel impact sur les autres, et quel impact sur la faune, la flore, les écosystèmes. C'est les 3 S, la nouvelle trinité de Satish Kumar, qui parle de Soul, moi-même, mon âme, Society, les autres, êtres humains, et Soil, la terre. Donc on le comprend avec du coup cette envie de voir en fait les miracles du vivant partout où ils sont, à commencer par nous-mêmes. Ça, tu l'as découvert après ou tu l'as découvert en cheminement à travers ton expérience? Parce que elle est venue un peu comment cette expérience des 365 jours? C'est venu un petit peu comme ça et tu te dis tiens je le fais parce qu'il faut un peu de culot, il faut pas mal de courage pour se lancer, pour faire les recherches, pour mettre tout ça en pratique. Concrètement, ça s'est passé comment? La première chose, c'est que je sentais bien que jusqu'à présent, j'avais déjà commencé à transformer mon quotidien. En général, à chaque fois que je rentrais de mission, je reprenais toutes mes affaires, je les mettais au milieu de ma chambre, et puis je vidais au maximum ma vie. J'avais commencé à toucher du doigt une sorte de minimalisme. J'avais arrêté de manger de la viande, j'avais changé de compte en banque pour le crédit coopératif, des choses comme ça. Mais à chaque fois, c'est très, très ponctuel, puis je passais à autre chose. Là, je sentais que j'avais besoin d'aller beaucoup plus loin. Je sentais aussi, parce que ça faisait quelques années que je cumulais des onglets sur Internet, que en fait, il y avait énormément d'actions qui étaient à notre portée. Donc cette idée d'ambition, elle était importante pour moi. Et puis il y avait aussi la question de toute ma vie. Je sais pas si vous l'avez vécu comme ça, mais moi, j'ai jamais tenu mes bonnes résolutions. J'ai essayé d'apprendre à parler chinois, portugais, jouer du ukulélé, faire de l'harmonica, courir des marathons et tout ça. J'ai jamais rien fait de ça parce que, en fait, en général, c'était des défis personnels et que, se mentir à soi-même, on a pris cette habitude, négocier avec nous-mêmes et se rendre compte qu'en fait, on s'était fixé des trucs un peu hauts et qu'on abandonne et qu'on se déçoit, mais on est dans cette négociation permanente. L'idée du 365, c'était de dire, ok, 1 an, 1 action par jour. Je le raconte sur Internet, ça fait un message, ça fait une histoire, ça fait un récit comme tu le disais tout à l'heure. Ouais. Et ce récit-là, il va me permettre d'être obligé de jouer le jeu. Parce que du coup, si je ne postais pas l'article qui racontait l'action de la veille, au bout de quelques jours, je savais que j'allais avoir quelque part, tu t'es mis un peu la pression, tu t'es mis des objectifs, mais ça t'a porté, ça a bien marché grâce à ça aussi. Oui, c'était très égoïste comme démarche au début, il faut le dire, mais je pense que l'égoïsme, il peut être bien placé. Mais j'en avais marre de me mentir à moi-même, j'en avais marre d'être le gars, j'étais un écolo relou, typiquement le mec qui dit aux autres, ouais, moi j'ai des valeurs, pourquoi toi tu fais rien? Mais de mon côté, je faisais pas grand-chose, on va pas se mentir. Et donc du coup, c'était plus possible pour moi d'avoir vu les gens qui souffraient, avec lesquels j'étais devenu ami en Colombie, aux Philippines, et de voir que d'une certaine manière j'avais un mini rôle à jouer par rapport à ça. Je me suis dit c'est plus possible, il faut que je m'y mette. D'accord, parce que là au final ça t'a permis de faire quelque chose d'assez extraordinaire qui inspire beaucoup de gens. Il y en a qui te considèrent un peu comme monsieur écolo en France, des choses comme ça. Dans le quotidien, ça donne quoi? C'est vraiment, t'as un quotidien qui est vraiment différent des autres? Ou finalement tu restes quelqu'un de très normal, c'est juste que tu as pris des habitudes et c'est pas du tout un effort particulier de vivre de manière assez neutre. Neutre? Non, je pense pas que je vis de manière assez neutre. Neutre au niveau de tes émissions de carbone, neutre au niveau de tes... Et même à mon avis, je pense que j'ai une empreinte positive plutôt que négative, parce que du coup je rayonne, parce que je tends des perches, parce que je permets aux autres de changer, parce que j'ai mis mon épargne au service de la transition, parce que je m'organise pour favoriser la reforestation, l'agroforesterie, et donc je pense que ça a un impact positif. Et donc du tout, mes 2 tonnes de CO2 que j'émets dans mon quotidien sont compensées et même absorbées, et même valorisées positivement par d'autres actions. Et en fait, tu l'as dit, c'est juste une question de changer ses habitudes. On a des habitudes. À un moment, vu qu'elles ont été lissées sur toute notre enfance, notre adolescence et le début peut-être de notre âge adulte, elles ont pris... on les a mieux intégrées et c'était pas un effort tant que ça. Il y a beaucoup de choses qu'on fait par mimétisme, mais en fait, changer une habitude, ça prend quelques temps parce qu'il faut creuser, se poser les questions de pourquoi on veut changer. Mais une fois qu'on a adopté une nouvelle habitude, c'est un nouveau mode de vie. Seulement, cette fois, ce nouveau mode de vie, ces nouvelles habitudes, pour moi, elles sont hyper positives
et elle génère plus de la frustration. Avant, j'avais un peu cette épée de Damoclès où je sentais que je me mentais à moi-même, il y a plein de choses, je négociais quoi, en permanence. Bon, je sais que je travaille dans les ONG, je sais que j'ai envie de la justice pour tous, mais par contre les Nike Air Jordan 28, je vais me les acheter parce que je joue au basket, parce que c'est cool. Mais c'est pas grave, parce que j'ai quand même arrêté de manger de la viande, je me racontais tout le temps ces histoires-là. Alors qu'aujourd'hui, je sais que je suis pas parfait, je sais qu'il y a encore plein de choses sur lesquelles je dois travailler, mais aujourd'hui, le matin, quand je me regarde dans le miroir, je fais du mieux que je peux. Et ça, c'est... Mais il faut énormément de courage. T'es aussi d'accord avec moi là-dessus? Non, c'est égoïste. Absolument pas. Je le fais au début pour moi, parce que ça me rend heureux. Et il faut arrêter de voir ça comme une frustration. Alors oui, on peut se perdre dans ce changement, parce que d'une certaine manière, on nous a appris à faire l'inverse. À l'école, on nous mettait en avant les valeurs de compétition, les valeurs d'opposition, les valeurs qui sont à l'opposé du monde respectueux du vivant qu'on devrait mettre en place, de coopération, d'acceptation des différences, de créativité. Et donc, ça prend du temps de déconstruire tout ça. Et on est clairement dans un monde avec plein d'injonctions contradictoires en permanence, parce que nous on a envie d'acheter mieux, on a envie de respecter le vivant, mais en fait il suffit de sortir dans la rue pour voir tout un tas de publicités de personnes qui font l'inverse, les grosses Porsche, les machins, les trucs, et de se dire mais en fait à quoi bon quoi, et puis je suis fou de faire ça, et on peut se sentir perdu, on peut se sentir tout seul, et à la fois si on trouve vraiment la raison à l'intérieur de nous qui fait que ça devient inévitable, c'est libérateur. Il faut juste arrêter de penser qu'on va tout changer tout de suite et être dans l'acceptation de nos imperfections et dans la valorisation aussi des choses qu'on arrive à bien faire. L'être humain, et nous en particulier les Occidentaux et les Français, on est quand même cinglés. Il y a 10 choses qu'on va faire bien, et ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va rester fixé sur la chose qu'on a fait mal une fois, on se dit oh, je suis vraiment quand même un salaud, et on se flagelle et on est prêt à tout lâcher, alors qu'à côté il y a plein de trucs qu'on fait bien. Donc c'est aussi comment construire ce parcours de transformation pour que ça devienne un cercle vertueux plutôt qu'une angoisse permanente de dire oh, ça je l'ai pas fait et d'exploser en plein vol. En fait là c'est un vrai marathon du changement quoi. Ça demande aussi beaucoup de prise de conscience de ce que tu fais et naturellement comme tu dis quand on fait quelque chose de pas bien, même si on fait beaucoup de choses bien, on va avoir peut-être l'habitude de voir ce qui est pas bon. Ça demande aussi de sortir un peu de cette façon qu'on a peut-être naturellement de réagir et c'est pas forcément évident. C'est pour ça que je parle d'écologie intérieure. Je pense qu'il y a tout un travail aussi de comprendre que jusqu'à présent le grand vide qui est à l'intérieur de nous, on essaie de le remplir par le maximum de relations amoureuses, par la machine à café qui se met en route. C'est toi, on va attendre un petit peu. C'est notre petite méditation temporaire. Après, on sera pas coupé, ça fera partie du. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. On est d'accord. Des fois, il y a des petites surprises et puis on les prend comme on vient. Ça nous fait la pause, c'est parfait. Non, du coup, ce que je te disais, c'est qu'effectivement, il y a une démarche d'écologie intérieure. On a un vide à l'intérieur de nous jusqu'à présent. On essaie de le remplir par l'accumulation d'objets, en général, je le disais tout à l'heure, de progression dans les carrières, etc., de meilleurs revenus. Et il faut se poser la question de comment on peut le remplir différemment, ce vide. Et dans ce que tu disais aussi, c'est comment on désapprend. C'est l'idée du vase qu'on a rempli jusqu'à présent de plein de choses, comment on ose vider ce vase. Et donc ça passe par le renoncement de tous ces soldes fous, de tous ces week-ends où on court et on prend l'avion pour quelques heures, et de toute cette accumulation d'infos, de jeux, de trucs qui nous rendent pas vraiment heureux. Et donc ça forcément, il faut vider, renoncer. Mais ce renoncement, derrière, il crée un espace qu'on va à nouveau pouvoir remplir. Et ça prend du temps. Ça prendra toute la vie. Avec autre chose. Avec autre chose, en conscience. Et donc du coup, ça veut dire quoi? On n'a pas un nouveau dieu, dogme à suivre comme des moutons à nouveau. Parce qu'en fait, là, on est quand même un peu des moutons de la surconsommation. Comment on suit autre chose? Moi, ça me pose question. Parce qu'en fait, du coup, on reste en mode automatique. Là, c'est comment on décide nous-mêmes de créer notre chemin. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se former son opinion sur tout un tas de sujets et d'accepter la complexité, d'accepter qu'on ne saura jamais vraiment si ce qu'on fait est bien, et d'accepter que l'imperfection ne peut plus légitimer notre inaction et qu'on doit avancer et qu'on doit se former et qu'on doit apprendre. On a cette vision nous en France où on se dit bon, à partir du moment où on quitte les bancs d'école, ça y est, on est formé, on est complet, on sait, et ça y est, pilote automatique, métro boulot dodo, on coche les cases et on a gagné. Non, c'est l'inverse qui se passe. On est sur les bancs de l'école qui est la vie en permanence.
Et on accepte le fait qu'aujourd'hui notre société bouge tellement vite qu'il y a plein de choses, on n'est jamais vraiment sûr de les faire parfaitement, mais c'est pas grave, on fait du mieux qu'on peut. Moi je trouve ça passionnant. Et en tout cas on devient acteur, c'est surtout ça aussi le maître mot. On dépasse notre simple pouvoir d'achat. Est-ce que ton discours il a pas changé mais plutôt évolué dans le sens où ce qu'on constate à ton niveau c'est qu'il y a 2 ans, en 2018 tu as écrit ton premier livre, ça commence par moi, l'année dernière le deuxième est sorti, c'est un peu la continuité qui est plutôt axé sur l'esprit collectif. Est-ce que c'est un peu le message que tu veux faire passer, que d'abord on peut commencer à son échelle individuelle mais qu'il faut aussi constater que c'est pas suffisant et il faut un peu rassembler. Il faut travailler en équipe aussi pour que le mouvement ait un réel impact. Du coup rebondis sur ce que je viens de dire dans le fait que moi actuellement j'apprends tous les jours sur ces sujets, je me forme et donc du coup je suis content que ma transformation elle puisse accompagner ou refléter la transformation d'autres personnes qui en sont peut-être au même stade que moi. Le but du jeu, c'est pas d'être tous à la même échelle et de se dire bon, on en a gagné et on arrête, mais qu'au contraire, chacun progresse, chacun s'alimente, chacun se dit j'ai découvert ça. Je pense qu'on retrouve énormément de choses il y a des plumes qui passent maintenant, dans le livre, le premier livre Ça commence par moi, on retrouve beaucoup de choses de Ça va changer avec vous. C'est parce que dans Ça commence par moi, je parle de mon expérience d'avoir travaillé notamment au Grand Voisin, qui était un village solidaire, éco-citoyen de demain, et comment le collectif il est au moins aussi important et que même en fait souvent l'individu il alimente un collectif, parce que le supermarché coopératif, parce que les banques éthiques, parce que les maraudes, parce que tout ça, parce que le rôle qu'on joue aussi par l'exemplarité et le rayonnement dans notre entourage, dans notre entreprise, dans la politique, bref, dans le quartier, il y a plein de choses. Cet individu, il est jamais coupé, et ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Si on se limite à une démarche individualisante, on a perdu. Si au contraire on décide que l'écologie elle est vraiment sociale et qu'elle pourrait être virale si on se lie à d'autres, et là on a gagné, et là ça peut aller très très vite, parce qu'on touche à l'irrationalité de l'être humain, celle d'être touché au cœur par les personnes qui nous entourent et de les suivre à fond parce qu'on leur fait confiance. Et on a tous 10, 20, 30 personnes qu'on touche au cœur et qui ont envie de nous croire et qui sont beaucoup plus convaincus par ce qu'on fait, par ce qu'on montre, par ce qu'on rayonne, que si on leur montre encore un énième rapport scientifique qui est tout à fait nécessaire. Mais c'est pas la même activation, on ne touche pas au même levier de passage à l'action. C'est juste qu'au début on disait il faut absolument que tu fasses un livre expérimental, un livre outil, un livre comme l'ont déjà très bien fait La famille presque zéro déchet, comme l'ont déjà très bien fait d'autres livres là comme ça qui me viennent pas en tête. Moi j'avais pas envie de faire ce genre de livre parce que je trouve que justement il donne une étincelle mais il reste dans l'individualisation de la démarche. J'avais envie de faire un livre qui libère et qui permette de tendre des perches à d'autres. Et le livre Ça va changer avec vous, c'est aussi le mûrissement de cette démarche pour dire en fait nous sommes les personnes que nous attendions. Nous n'avons pas besoin d'attendre de Greenpeace, d'Oxfam et de compagnie qu'elles arrivent à convaincre d'autres de passer à l'action. En fait, nous, les 2, 3, 4 millions d'éco-citoyens proactifs en France, nous sommes les personnes que nous attendions. Aujourd'hui, il est temps d'arrêter de se considérer comme des utilisateurs finaux de cette démarche, mais qu'au contraire, nous décidions stratégiquement d'être les caisses de résonance de ces mondes de demain. Et c'est pour ça que le deuxième livre, il a 50 pages détachables à la fin, pour qu'en fait, on ait autant de prétextes pour ouvrir des bulles d'éco-citoyenneté dans notre quartier, dans notre maison, avec nos amis, dans notre entreprise, dans les associations dans lesquelles on s'engage, dans l'école, auprès des élus locaux. L'idée c'était de dire en fait, on vaut beaucoup plus qu'un simple renoncement et on ne peut pas avoir comme seul objectif le fait de réduire au maximum son empreinte écologique. Ce qui était déjà un peu la démarche de Ça commence par moi. Mais là, l'idée, c'était de le mettre en forme, de le mettre en épaisseur. Et ça a été une découverte à la fin des 365 actions. Moi, je pensais que j'allais avoir de l'impact en réduisant, en changeant, en faisant un impact direct. J'aurais jamais pensé que j'allais avoir cet impact de rayonnement à ce point-là. Parce que la première année, il y a eu 100 000 visites sur le site. La deuxième, il y en a eu 1 million. Et je pensais pas que faire, c'était important. Mais que dire, raconter, c'était au moins aussi important, et que tendre des perches, c'était fondamental. On reprend après un petit problème technique. Ouais. Par contre, je sais plus où on était arrêté. Donc un problème technique et un problème de mémoire apparemment. Parce qu'on était en plein dans l'engagement collectif. Tu disais que la démarche, elle avait changé, la démarche de Ça commence par moi, elle avait évolué dans le temps,
qu'on passait de quelque chose d'individuel à quelque chose de collectif. Ouais, parce qu'on a dû te poser aussi la question de savoir un peu où tu te positionnes dans le... Je sais pas si on peut dire que c'est un débat, mais le débat qui oppose un peu les actions collectives aux initiatives personnelles. Si, c'est un débat et ça nous a plombé pendant longtemps, ouais. Je crois que là, on l'a dépassé un peu. Et en fait, je pense que tout est important et que tout est nécessaire et que tout est urgent. Il faut juste arrêter, à mon avis, si je devais faire un pas de côté par rapport à cette question, il faut arrêter d'opposer les gens en fait. Ce qui me perturbe pas mal dans la démarche écologique et dans le milieu écologiste même, c'est que on est beaucoup à mettre d'énergie dans le jugement de celui qui a le plus haut ton sur les 50 nuances de vert en disant mais regarde toi ce que tu fais, bon je suis pas sûr. Je dis pas que la critique n'est pas constructive et nous apporte pas la capacité à réfléchir et aller plus loin et à se former et à épaissir nos démarches, c'est très important. Je pense qu'on met beaucoup plus d'énergie dans l'idée de s'opposer que dans l'idée de se rassembler. Et on a 99,9% de choses en commun et parfois 1% de choses ou 0,1% de choses pas en commun et on continue à se focaliser là-dessus alors qu'en fait il y a tellement de gens avec lesquels on n'est absolument pas d'accord et qui mériteraient qu'on s'adresse à eux, qu'on essaie de leur tendre des perches pour s'améliorer et donc individuel versus collectif, moi je dis, je crois que là, on commence à de moins en moins en entendre parler, parce qu'en fait on a bien compris que tout était important. Il faut, je pense, faire preuve de présomption, d'ambition et de bienveillance chez les gens. Et je pense que les gens, en tout cas moi j'ai réussi à le faire, donc je vois pas pourquoi les gens n'arriveraient pas à le faire, ils arrivent à mettre en place dans leur quotidien autant d'actions individuelles que d'actions collectives, et je pense même que le débat de faut-il renoncer, faut-il dire stop, faut-il proposer, faut-il régénérer, faut-il tout faire en même temps, il est un peu en train aussi d'être dépassé parce qu'on fait tout en même temps. Et s'il y en a qui commencent par dire stop et dans le boycott et dans la désobéissance civile, je trouve que c'est génial. À un moment, ces gens-là, ils vont se dire bon, je suis dans la désobéissance civile, mais par contre, je continue à manger de la viande et boire du Coca-Cola, donc là, il y a un truc louche. Bon, je vais maintenant m'occuper aussi un peu de moi-même. Et c'est pour ça que je parlais de cette spirale. En fait, c'est pas une fois qu'on a décidé de faire du boycott qu'on est le plus vert sur l'échelle de l'action écologique. Et c'est pas non plus quand on a décidé de se mettre sur un terrain en autonomie et qu'on régénère les écosystèmes que ça y est, on a touché le saint graal de la démarche. C'est très nécessaire. Par contre, si on continue à avoir notre argent au crédit agricole, on a encore des pistes d'amélioration. Et c'est tant mieux. On a tous des pistes d'amélioration. Donc en fait, faisons tout. Le maximum de gens pourraient s'y mettre. En fait, la question, c'est pas d'être parfait. Et si on est quelques centaines à être parfaits, ça n'a pas de sens. Et l'idée, c'est d'être des millions à être imparfaits, mais à être en action avec ambition. Et globalement, c'est le fameux et pas le ou. Il ne faut pas essayer de trouver la meilleure technique, parce que si on l'avait trouvé, le problème, si on peut appeler ça un problème, il serait déjà résolu. Mais il faut être actif sur tous les fronts, et puis ce qui marchera le mieux, ce sera identifié, ce sera peaufiné. On est face aux plus grands dangers, aux plus grands enjeux que l'humanité a dû affronter dans toute son histoire. Donc la personne qui est capable de me dire qu'en fait, elle a la solution pour adresser ces problèmes, je ne pourrais pas la croire. Parce qu'on ne peut pas avoir une solution. Et en plus, je me pose la question du mot solution. Si on a une vision simpliste et une proposition simpliste pour régler un problème éminemment complexe, comment on peut estimer que c'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Et donc du coup, moi je suis très content de travailler sur ce côté, le citoyen peut être une étincelle extraordinaire, et moi je suis très content qu'il y ait des gens qui fassent le travail de proposer la Convention citoyenne pour le climat pour arriver à bouger les politiques. Je suis très content qu'il y ait des gens qui soient même à créer des partis comme la primaire.org pour proposer d'autres alternatives. Je suis très content qu'il y ait des gens qui se disent moi je suis dans le boycott, moi je suis dans la désobéissance civile, moi je suis dans la création d'éco-villages, moi je suis très content qu'on fasse tout ça en même temps, et je pense qu'on devrait se retrouver entre pairs et se renforcer plutôt que se dire bah non mais en fait t'as rien compris. Si on parlait stratégie, je crois que l'être humain il est éminemment social, nous sommes les animaux les plus sociaux
sur la Terre, on a besoin du regard de l'autre et de son acceptation pour se sentir exister. C'est ce qu'on cherchera désespérément toute notre vie. Donc si au moment de rejoindre la cause écologique, on voit dans le regard de ceux qui sont supposément plus avancés du déni, de la condescendance, du jugement, bah forcément on va à un moment passer beaucoup trop d'énergie à essayer de plaire ou dans la déception, la frustration, ce qui va faire que c'est ce qui se passe actuellement. On a tout un tas d'écolos qui sont en burn-out et qui à un moment sortent de ce groupe-là et qui abandonnent. Aborder le sujet avec la même réaction dont on aborde en général les problèmes, et au final il faut complètement changer de prisme pour... Il faut qu'on mette le vivant au cœur de nos vies. Et mettre le vivant au cœur de nos vies, ça veut dire décider d'être heureux, ça veut dire de voir l'autre comme une richesse et de l'accepter avec tout ce qu'il peut nous apporter pour nous améliorer plutôt que d'être quelqu'un qu'on doit convaincre. Parce que dans convaincre, il y a vaincre, et ça veut dire qu'il y a un gagnant et qu'il y a un perdant. Et si on continue à voir cette vision blanc ou noir du monde avec il y a les méchants et les gentils, on n'y arrivera jamais. Il faut mettre le vivant au cœur de la vie, mais toi en tant que Parisien, tu trouves que c'est possible d'habiter dans une grande ville, d'être proche du vivant, proche de la nature peut-être? Il faut le faire de plus en plus, bien sûr. Et à la fois, moi les gens dans mon quartier, je les connais par leur prénom. J'ai parfois des stratégies pour passer dans la rue d'à côté, tellement je sais que si je passe dans ma rue, je vais mettre une demi-heure et que des fois j'ai juste envie de rentrer chez moi, d'être tranquille. Mais c'est génial, et on a une entraide et on a une solidarité entre voisins, et ça c'est déjà hyper important. Effectivement, il y a la question de la revégétalisation et de l'agriculture urbaine, et là il y a tout un tas de choix qui s'offrent à moi et tout un tas d'autres qui sont dans les mains de politiques notamment. Et donc là il y a les élections municipales qui arrivent, et c'est l'occasion aussi de voter pour les bonnes personnes. Il y a le pacte pour la transition citoyenne qui permet, en plus de dire nous citoyens, nous vous proposons ces 32 mesures parce qu'on y croit dur comme fer, et on vous demande de vous engager et on va vous suivre sur la durée. Ça redonne aussi aux citoyens le pouvoir de s'impliquer en politique sur le temps long, et ça c'est hyper pertinent, ouais. Et je pense qu'effectivement les villes comme on les a construites, avec la voiture qui en fait le sang et qui parcourt ses veines, c'est plus possible. Là actuellement, moi je suis hyper heureux parce qu'il y a des bouchons de vélo et ça veut dire que en fait les grèves elles permettent de montrer qu'on a une résilience à pouvoir se déplacer autrement. Et bientôt, ça va arriver plus vite qu'on le pense, bientôt les places de parking elles seront vides, il y aura de moins en moins de voitures. Sur ces places de parking, on fera comme ça a été fait à Liège il me semble, on construira des espaces où il y aura des bancs, il y aura des tables, il y aura des bacs pour faire pousser des choses, et en fait les villes elles auront à nouveau des grandes coulées vertes dans chacune des rues, et ça sera génial, et ça nous permettra d'avoir un peu ces jardins de la victoire comme on les a eu pendant la Seconde Guerre mondiale, qui ont permis en 2-3 ans d'arriver à faire que 50% de l'alimentation des habitants urbains viennent des villes directement. Et ça peut être beaucoup plus vite que ce qu'on pense, et ça a que des vertus parce que ça permet aux gens de se reconnecter à la terre, ça permet de faire du lien au pied d'immeuble, ça permet d'absorber la chaleur et donc du coup de recréer aussi tout un cercle vertueux dans des villes qui vont être de plus en plus chaudes. C'est intéressant que tu parles de vélo parce que nous on avait noté la première fois qu'on avait parlé de toi sur notre communauté, c'était il y a déjà près de 2 ans où on mettait en avant un peu tes 10 idées principales pour se mettre en action. Je deviens végétarien, je rejoins un supermarché coopératif, j'achète de l'électricité verte, etc. Et il y avait aussi le fait d'enfourcher son vélo. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que, si on peut dire grâce au mouvement des grèves, il y a énormément de gens, surtout en ville, surtout à Paris, qui se mettent à faire du vélo. J'imagine que déjà c'est quelque chose que tu constates, mais comment tu interprètes ça dans la façon dont le boost est amené, dans le sens où ça part quand même les gens s'y mettent parce que c'est pratique. La majorité des gens se disent pas je suis convaincu par l'environnement, etc. C'est plutôt parce qu'on se rend compte que le vélo électrique c'est le moyen de déplacement le plus rapide en ville, loin derrière la voiture, même devant le scooter ou les... C'est plus rapide de vélo en ville. Mais ça part, en tout cas là cet élan, de quelque chose de très... un petit peu négatif si on peut dire. Non mais ça part d'une obligation. En fait, on le disait tout à l'heure, la question des habitudes. On ronronne, on a nos habitudes, donc à un moment il faut en sortir, il faut se dire bon en fait cette habitude elle me fait du mal ou elle n'est pas idéale, je peux me faire mieux. Mais en fait, on n'est jamais rationnel.
Donc ça, on le dit à voix haute. Bon bah en fait, oui, d'accord. Manger de la viande tous les jours, de la viande rouge, c'est cancérigène. Ouais, mais bon quand même. Se goinfrer de sucre, ça a plein de problèmes. Ouais, mais bon. Et puis fumer, ah bah c'est quand même pas bon pour la santé. Ouais, mais bon. Et puis, tu vois, il y a plein d'habitudes. Sur le papier, on est très conscient qu'elles sont mauvaises. Est-ce qu'on les arrête pour autant? Non. Là, en l'occurrence, on n'a pas le choix. Et ben en fait, moi je trouve que ça montre la capacité de résilience de l'être humain qui de temps en temps sur ces sujets-là, quand il n'a pas le choix, il est capable en fait d'oser lâcher la branche qu'il avait, qui était petite, rabougrie, qui lui faisait pas forcément du bien, pour en saisir une autre qui en l'occurrence là, je l'espère, va créer des nouvelles habitudes qui vont s'installer de manière durable dans nos modes de vie et que les bouchons de vélo continueront à exister même quand les grèves seront arrêtées. On n'est pas trop rationnel, mais on essaie de convaincre par la rationalité. Moi, en tout cas, quand je vais dire aux gens que quand je fais du vélo 1 heure, 2 heures par jour, ça me permet effectivement d'aller plus vite sur mes lieux de rendez-vous, mais qu'en plus, ça me permet de voir les villes, de voir à quel point elles sont belles, ça permet de me réveiller vachement mieux et d'être beaucoup plus alerte que quand je suis entassé dans un métro, ça me permet d'être vachement plus en forme, de perdre facilement les 3-4 kilos que j'aurais si je prenais pas le vélo tous les jours, d'être en meilleure... Enfin bref, c'est une boucle vertueuse, bah, tu sens bien qu'au bout d'un moment, les gens... Et là, ces derniers temps notamment, il y a plein de gens qui me disaient tu sais, là je me suis mis au vélo et tout ce que tu me disais, bah, en fait c'est carrément vrai et je suis trop content d'être sur mon vélo. Parce qu'en constatant le fait que, enfin voilà, ça part d'une grève et quelque part c'est un peu dommage, on se demande un petit peu ce qui peut être vraiment l'élément déclencheur. Qu'est-ce qui est dommage dans la grève? Je comprends pas. C'est dommage que les gens ils aient pas d'autre choix que de prendre le vélo. Et donc ils s'y mettent? Non, c'est le fait que voilà, nous on appuie peut-être, ou les écolos, sur le fait qu'il y a une urgence écologique, il y a globalement un appel à la raison pour changer le comportement, mais c'est pas l'appel à la raison qui est moteur du changement. Mais non, mais on est irrationnels, nous les êtres humains, non? Mais c'est vrai si on avait la raison. Ça c'est dans un livre, là le nom m'échappe, qui s'appelle... je le retrouverai tout à l'heure, et qui dit qu'en fait nous, c'est même physiologiquement, c'est notre cerveau, il y a une partie qui s'appelle le striatum qui est un peu la porte d'entrée de nos décisions, ou en tout cas la validation finale de nos décisions, et qui nous pousse à accumuler les plaisirs simples. Au début, génétiquement, c'était fait pour qu'on puisse survivre en tant qu'espèce, parce que ça nous poussait à nous nourrir quand on pouvait nous nourrir, parce que ça générait de la satisfaction immédiate par rapport à ça, et à nous reproduire quand on pouvait nous reproduire. Parce que pareil, la satisfaction était immédiate par rapport à la reproduction. Et là, aujourd'hui, on est dans une société d'abondance qui fait qu'on n'a plus vraiment d'enjeu ni par rapport à la reproduction, ni par rapport à l'alimentation, et qu'on a reporté, et ça c'est la société, c'est le message de la société qui nous a fait reporter ces satisfactions immédiates sur d'autres choses, c'est-à-dire la puissance, le pouvoir, l'argent, la possession. Aujourd'hui, ce qui est intéressant de faire, c'est d'arriver à faire en tant que société qu'il y ait de nouveaux marqueurs de plaisir immédiat. Et donc, très bien, en fait, prendre son vélo, ça pourrait être un nouveau levier de plaisir immédiat. Le fait de faire des maraudes de rue, ça pourrait être un nouveau marqueur de plaisir immédiat. Le fait bref, tu vois, et ça, si on arrive à changer ces marqueurs-là rapidement, il y a aussi dans la tendance, dans l'irrationalité, je pense, c'est un peu la courbe de l'acceptation ou de l'adoption d'un nouveau produit. J'ai pas fait d'école de commerce, mais j'ai déjà vu passer cette courbe, et c'est toujours la même. Au début, quand il y a le smartphone tactile qui est sorti, mais en fait, il y avait très peu de monde qui l'avait, ça coûtait cher, c'était pas hyper pratique, ça s'est un peu peaufiné, très bien, mais surtout, il y avait de plus en plus de personnes qui étaient dans la rue avec, qui avaient l'air trop cool, qui à chaque repas disaient « Ah, t'as vu, regarde, c'est machin », et en fait, étaient dans cette consommation ostentatoire dont je parlais tout à l'heure. Et à un moment, le marché a été prêt, la technique a été prête, et c'était parti. On est passé de quelques centaines de milliers d'utilisateurs à des millions en l'espace de quelques semaines, de quelques mois. Je pense que là, on est sur ce point de bascule. On a réussi à peaufiner la technique éco-citoyenne, parce qu'il y a de plus en plus de magasins, parce que le message est de plus en plus clair, parce que les outils ont été testés et validés. On a réussi à faire en sorte que ça soit cool, ou en tout cas on a normalisé la chose. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vous senti dans votre quotidien, mais moi j'ai vu à quel point la charge de la preuve elle avait changé de camp. Ça fait 10 ans que je suis végétarien, pendant 7 ans je devais expliquer, 7 ans, 8 ans même, je passais mes repas à l'extérieur à expliquer pourquoi j'étais végétarien, c'était devenu un enfer, j'avais plus le temps de manger. Ah oui mais les carences, ah oui mais en fait on a toujours mangé de la viande et tout. Ben, aujourd'hui, quand je vais manger avec des amis dans un restaurant et qu'ils prennent de la viande, je ne dis rien.
Et c'est eux qui sont oui bon bah je sais j'ai pris de la viande mais tu sais que j'ai tarif vachement réduit non mais là quand même ouais c'est ça et en fait moi j'ai rien dit mais c'est eux qui se sentent obligés de se justifier. On le voit de plus en plus avec les entreprises aujourd'hui et ça c'est un signal faible à mon avis qui montre qu'on est sur ce point de bascule qui fait que si nous qui sommes déjà les early adopters, les premiers consommateurs à avoir ça, on décide d'être dans cette ostentation. Rappelez-vous le mec avec l'iPhone qui dit non seulement j'ai l'air trop cool dans la rue, mais en plus c'est trop bien à tous les copains pendant les repas et tout ça. Et c'est un peu ce que fait par exemple Veja avec le V qu'on voit dans la rue et tout le monde se dit ah putain mais ça a l'air quand même vachement bien, c'est en train de devenir cool. Osons être fiers de ça. Si on raconte à tout le monde à quel point c'est trop bien, là, le point de bascule, il va faire en sorte que on va avoir un immense boom dans les années à venir. Et je pense que je serais pas surpris que dans 2 ans, on ait une conversation où en fait 70% des Français agissent sur ces sujets et que ça est devenu une nouvelle normalité. C'est possible, après on parle du futur, donc on reste dans le conditionnel, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui font toujours le constat que le problème n'est pas encore résolu et qu'il y a encore énormément de choses à faire. D'où ça sera jamais résolu en fait. Il faut qu'on change le vocabulaire par rapport à ça. Là, au niveau climatique, de toute manière, il faut savoir qu'aujourd'hui on vit avec l'effet des émissions de carbone des années 90, de la décennie 90, parce que le système Terre, il a un temps d'absorption de nos émissions de gaz à effet de serre qui prend une grosse vingtaine d'années. Donc de toute manière là, si même on levait les mains comme dans Top Chef et qu'on arrêtait tout, la planète va continuer à se réchauffer au moins sur les 20-30 prochaines années. Donc penser qu'on pourra résoudre un problème, et je parle que de ça, je parle pas de la 6e extinction de masse, je parle pas du fait que de toute manière aujourd'hui le plastique dans les océans il soit devenu microplastique et qu'il soit incapable à récupérer, ce qui fait qu'on bouffe tous une carte bleue en plastique chaque semaine ou chaque mois, j'ai oublié. Bref, on va jamais résoudre le problème. Mais par contre, on peut transformer nos modes de vie, réduire notre impact, régénérer les écosystèmes pour que en fait, on vive complètement différemment et qu'on continue à maintenir les conditions de la vie de l'être humain, de l'humanité dans les prochaines centaines d'années. Parce que là, on est sur une courbe qui fait que si on continue comme ça, on a plus 7 degrés en 2100. Plus 7 degrés en 2100, c'est rap et c'est fini. C'est dans 80 ans. D'où l'urgence et la nécessité de vraiment changer les choses. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui se posent la question de la radicalité aujourd'hui. Toi, tu as un discours général assez positif, qui n'est pas trop dans la lutte ou pas au niveau apparent. Qu'est-ce que tu penses de ces mouvements qui se radicalisent ou de ces gens qui se demandent s'il ne faut pas taper plus fort du poing sur la table, voire même risquer d'aller en prison pour défendre des causes Je trouve que c'est hyper bien et ça rejoint la conversation de tout à l'heure, c'est très complémentaire et ces gens-là, en fait, ils nous permettent de repousser notre perception par rapport à ces enjeux écologiques, notre capacité d'agir, et donc ils montrent jusqu'à quel point on peut être ambitieux. Il y a des personnes qui ont besoin d'exister dans cette lutte et c'est vachement bien parce que moi, quand je les vois, je me dis mais en fait, oui, on devrait être en mesure d'accepter d'aller en prison parce que le vivant est trop important. Et c'est génial. Est-ce que ça veut dire que demain, il faut que 70 millions des Français aillent en prison ? Non, je pense pas. Il y en a plein qui doivent construire les communautés résilientes de demain. Il y en a plein qui doivent inventer la politique de demain. Il y en a plein qui doivent faire que les entreprises puissent viser des croissances, mais les croissances du vivant, les croissances du sens, les croissances du lien à l'autre, de l'évolution des salariés plutôt que la simple croissance de leur chiffre d'affaires, et qu'il faut tout faire en même temps. Et ces gens-là, dans leur radicalité, ils touchent du doigt quelque chose d'essentiel. Je pense qu'on peut être radical sur plein d'autres choses. La radicalité n'appartient pas que au fait de désobéir ou de risquer la prison. En tout cas, c'est intéressant parce que nous on t'a souvent entendu dire que t'estimais être quelqu'un de très normal qui a été au bout de ses convictions. Au final, tu fais des millions de vues sur internet, ton bouquin a été réédité 8 fois, je crois. T'es souvent invité sur des plateaux de télé. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de ton succès ? Est-ce que tu estimes qu'on est au point de bascule et du coup il va y avoir de plus en plus de choses comme ça qui vont émerger ? Moi je pense que, en tout cas, je me considère comme une sorte de caisse de résonance. Je montre, en fait, mon expérience montre qu'un gars comme tout le monde, comme moi, parce que vraiment, j'ai pas fait d'école de marketing, j'ai pas fait d'école de communicant, j'ai pas fait d'école de montage, de récit, j'ai jamais appris à écrire, et pourtant, ce que je suis en train de vivre, avec honnêteté, ça transpire et ça a un effet miroir
qui est activé chez des millions d'autres Français. Ce qui montre quoi? Ce qui montre que ma démarche tout à fait lambda, elle est en fait partagée par plein d'autres gens. Et que ces sujets ils sont en train d'être normalisés. Alors je suis au bon endroit au bon moment et je suis très content d'incarner ça. J'ai pas d'envie d'ego particulier et je serais très content qu'un jour je change complètement d'univers et que je fasse d'autres choses et que je m'incarne plus peut-être au niveau local et que j'ai, je sais pas, des responsabilités politiques ou que je me lance plus dans des choses d'agriculture urbaine. Aujourd'hui, le fait de raconter cette transformation, de lancer et porter ce message de ça commence par moi, de proposer un nouveau site web qui puisse accompagner le changement, c'est ce qui est nécessaire et c'est ce dans quoi je me sens bien. Et ça, je pense que ce travail d'honnêteté, il est partagé chez plein d'autres gens et il fait du bien à plein d'autres gens. Et moi, je suis très content d'être ce vecteur-là. Ça montre qu'en fait, on est une forêt qui pousse, silencieuse, et qu'on mériterait de faire beaucoup plus de bruit. Parce qu'en fait, on est beaucoup plus que ce qu'on pense. Je le vois notamment quand j'anime des ateliers dans les entreprises et que je viens raconter cette démarche. Il y a plein de gens qui viennent, puis à la fin, les gens se regardent en se disant « Ah ouais, mais en fait, toi, ça t'intéresse. » Mais je savais pas, on n'en avait jamais parlé. Pourquoi? Parce que ça fait 10, 15, 20 ans, 30 ans parfois, que en fait, les écolos, ils sont connotés de relous, d'empêcheurs de tourner en rond, et à force, on s'est un peu construit une carapace, et on a arrêté d'en parler. Mais si là on ose un peu se remettre au centre de la place publique et affirmer nos valeurs, on se rend compte qu'on est beaucoup plus que ce qu'on pense. On est dans cette connexion là. Il va falloir qu'on percole, qu'en fait on se rende compte qu'on est beaucoup plus que ce qu'on pense et qu'on fait un pont vers les mondes de demain. Vers les mondes de demain. On ne va pas remplacer le libéralisme par un seul truc, je pense. On va au contraire vivre dans des permacultures de solutions qui sont hyper enthousiasmantes. En tout cas, malgré cette normalité apparente, t'estimes dans ton dernier bouquin que l'exemplarité c'est la seule façon d'influencer les autres. Est-ce que les gens un peu normaux, ils sont exemplaires ou ils doivent être exemplaires? L'exemplarité, ça veut pas dire la perfection. Mais ça veut dire qu'il faut, à mon sens, moi j'ai toujours fonctionné comme ça, d'abord expérimenter, enfin non, c'est faux ce que je dis, j'ai pas toujours fonctionné comme ça. J'ai d'abord essayé de faire la leçon aux autres, et de pointer du doigt leurs incohérences, le fameux écolo relou, sans jamais vraiment me changer moi-même. Et je les ai jamais changés, les gens. Ça n'a jamais marché. Et non seulement ça n'a pas marché, mais ça m'a eu l'effet inverse, puisqu'à la fin, les gens, ils faisaient exprès, quand je dis les gens, c'était ma famille, mon entourage, mes amis, ils fait exprès pour me provoquer de faire l'inverse. Donc le jour où j'ai arrêté d'essayer de les changer. Parce qu'eux se sentent agressés quand oui, bien sûr, personne n'a envie de se dire qu'on est nul, c'est normal. Et donc du coup, à force, on arrête d'écouter et on a envie d'exister et on essaie de marquer son existence autrement. Le jour où j'ai arrêté d'essayer de changer les gens, je les ai jamais autant changés. Parce qu'ils me voyaient heureux en fait. Ils voyaient que j'avais décidé d'expérimenter ça, ils voyaient que si j'étais capable de le faire, eux aussi pouvaient le faire. Et puis quand il y a quelqu'un heureux à côté de toi, en fait ça pose des questions. Nous en France on n'a pas trop l'habitude de ce bonheur irradiant. Et donc du coup ils posaient les questions. Et à partir du moment où ce n'est plus à toi d'arriver avec l'agenda, de poser sur la table en disant aujourd'hui on va parler d'Australie et de la viande et de machin et tout, forcément les gens ils n'avaient pas prévu donc ils sont pas forcément chauds. Alors que quand ils disent mais attends j'ai vu que là toi tu faisais ça te rendait vachement heureux, pourquoi et tout, et là c'est eux qui ouvrent. Et c'est eux qui posent leur carapace. Et c'est vachement plus facile. Donc l'exemplarité, je pense que c'est une condition sine qua non. Par contre, ça ne veut pas dire que moi, j'essaye pas de tendre le maximum de perches pour que les gens ils s'en saisissent. Parce que quand je les invite à faire un apéro, tout de suite, c'est apéro zéro déchet végétarien. Quand je les invite à une activité ou que je leur fais un cadeau, ça va être une expérience, ça va être en nature, ça va être etc. etc. Et ça, à force, ils se rendent bien compte que en fait, c'est des choses qui les rendent profondément heureux, alors que pourtant, ils n'avaient peut-être pas forcément envie d'y aller, ou en tout cas, ils n'auraient pas proposé eux-mêmes d'y aller. Mais à force, sans le labelliser, tiens, regarde, on va faire un truc écolo, et tu vas voir, on va changer le monde. Non, ça ne marchera pas. Mais juste dire, viens, on va passer un moment ensemble. En fait, les gens, souvent, à force, ils se rendent compte que c'est juste génial. Et quand tu dis, il faudrait être vegan, forcément, ou végétarien, les gens ils se disent, je sais pas. Et quand tu dis, viens, on va manger un falafel, en fait, tout le monde est content. Et c'est seulement après tu dis je sais pas, t'avais attention, on a mangé végétarien et c'est beaucoup mieux. Je dis même rien du tout. Et si eux ils le relèvent, tant mieux. Et sinon en fait on normalise juste le fait que vivre ces mondes-là c'est enthousiasmant et que rien que ça vaut le coup d'y aller. En tout cas c'est ça qui est génial. On pense avec toi, c'est qu'on parle d'écologie, on parle de changement positif, de simplicité. Il y a beaucoup de joie qui en émane, il y a beaucoup de bonheur, il y a beaucoup de bienveillance.
Et c'est ça un petit peu peut-être ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a beaucoup de choses à changer, le système est très complexe, mais au final c'est un vrai changement positif. On est face au plus gros enjeu auquel l'humanité a dû faire face. Et donc ça peut être paralysant. Et je comprends que ça fasse peur, et je comprends qu'on se dise mais comment on va y arriver? Donc qu'est-ce qu'on fait? On se laisse noyer par ça, et on se laisse miner par ça. Bah oui, il y a la courbe du deuil, d'acceptation, et donc c'est normal de passer par des sujets et des moments où on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais, et qu'on est déprimé, et qu'on est au fond du trou. Et à la fois, on est quand même, encore une fois, l'incarnation du miracle de la vie. Pour l'instant, le seul endroit où on a trouvé de la vie, c'est ici. Et nous, on a cette chance extraordinaire de vivre cette vie-là. Donc oui, on est face à des enjeux terribles, et à la fois, on n'a pas d'autre choix que de célébrer ce miracle en étant le plus heureux possible. Ce bonheur-là, ça devient une sorte d'énergie infinie qui nous permet derrière de soulever des montagnes. Donc je pense qu'il y a une nécessité à toucher du doigt ce bonheur, pas un bonheur égoïste, un bonheur rayonnant, un bonheur qui va nous permettre derrière d'avoir l'énergie de répondre à ces enjeux et de enfin réussir à trouver un moment ou à trouver un mode de vie où nous on soit pas au milieu de la nature et que tout ça soit à notre disposition, mais qu'au contraire on fasse partie de cette nature, de ce système Terre, et qu'on se mette au moins autant en service que ce système se met au service de nos vies et de notre bonheur. Je pense que pour un mot de la fin, c'était c'est pas mal, hein. C'était pas mal. Bien travaillé, je crois, ouais. On voit que c'est bien rodé. Je sais pas s'il y avait d'autres conseils, d'autres choses que tu avais envie de faire passer à nos internautes. On lâche rien. On y va, au boulot. Julien Vidal, merci d'être venu répondre à nos questions. Merci. À bientôt. Allez, au boulot, on lâche rien.